Bienvenue dans ce tout premier épisode de Buster Call, le format où vos opinions les plus folles passent au tribunal. Nous allons commencer fort avec un sujet qui divise la communauté depuis des années, l'écriture des membres de l'équipage. Un internaute affirme que Zoro est devenu un personnage vide et sans profondeur depuis l'ellipse des 2 ans. Selon cette opinion, il ne serait plus qu'une simple machine à découper sans véritable évolution émotionnelle. Kamaltero, est-ce que tu penses vraiment que le sabreur aux cheveux verts a perdu son âme au profit de la puissance? Pour moi, Zoro incarne la loyauté absolue et son silence est une marque de sa détermination. On ne peut pas comparer son développement à celui de Sanji, qui est beaucoup plus axé sur la psychologie interne. Sanji a eu Whole Cake Island pour briller, alors que Zoro attend toujours son grand moment de vulnérabilité. Mais est-ce qu'un personnage de shonen a forcément besoin de pleurer pour être bien écrit? Le débat s'envenime car certains pensent que l'arc Wano a totalement raté l'occasion d'approfondir le passé de Zoro. On passe maintenant à un sujet encore plus brûlant, la légitimité du Gear 5 et de la transformation de Luffy. Certains fans hurlent au scandale, affirmant que le passage du Gomu Gomu no Mi au fruit de Nika est une facilité scénaristique. Ils disent que cela détruit l'idée que Luffy a réussi uniquement grâce à ses propres efforts et à sa créativité. Comment peut-on justifier un changement de nom de fruit après plus de 1000 chapitres sans aucune mention préalable? Je ne suis pas d'accord car Oda a parsemé des indices sur le dieu du soleil depuis l'arc Scipia. Souvenez-vous de cette silhouette dansante autour du feu, c'était déjà l'essence de Nika qui se manifestait. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux de dire que tout était prévu depuis 20 ans, non? Le Gear 5 change radicalement le ton du manga, transformant un combat dramatique en un dessin animé Looney Tunes. C'est précisément ce qui fait le génie d'Oda. Luffy est l'homme le plus libre du monde, même face à la mort. Mais le danger est que cette puissance divine enlève tout sentiment de risque pour le futur de l'histoire. Si Luffy peut tout transformer en jouet, comment Barbe Noire ou Akainu pourront-ils encore l'inquiéter? N'oublions pas que le gouvernement mondial a eu peur de ce fruit pendant 800 ans. Alors pourquoi ne pas avoir envoyé 3 amiraux le chercher dès le début de l'aventure à Ice Blue? C'est une incohérence que beaucoup de lecteurs ne parviennent pas à pardonner à l'auteur. On touche ici à la limite entre le génie créatif et la nécessité de faire avancer l'intrigue à tout prix. Est-ce que le Gear 5 est une trahison de l'esprit initial de One Piece ou son aboutissement ultime? Pour moi, c'est l'aboutissement car One Piece a toujours été un manga sur l'imagination et le rêve. Mais l'imagination doit avoir des règles, sinon il n'y a plus aucun enjeu dans les combats. Le débat sur Zoro et Sanji semble presque calme comparé à la tempête déclenchée par Nika. Nous devons aussi parler de l'impact de ces révélations sur la perception globale de l'équipage par le monde. Si Zoro est le bras droit d'un dieu, son propre statut de simple humain devient presque légendaire. Pourtant, certains disent que Zoro n'est plus qu'un faire-valoir pour la puissance démesurée de son capitaine. C'est ignorer tout le travail de Zoro sur le Haki des rois et sa volonté d'acier. On en revient toujours à cette opposition entre l'effort pur et le destin tracé d'avance. C'est le cœur même de la critique des fans. One Piece est-il devenu un récit sur l'élu plutôt que sur l'aventure? Si Luffy était destiné à gagner depuis le premier jour, alors son combat contre Lucci ou Katakuri perd de sa saveur. Au contraire, cela montre que seul Luffy pouvait porter ce fardeau et le transformer en joie. C'est une vision très optimiste que tout le monde ne partage pas, loin de là. Le tribunal du Buster Call ne fait que commencer et les prochaines opinions vont être encore plus dures à encaisser. Car si vous pensez que le Gear 5 était le seul problème, attendez de voir ce qu'on va dire sur Barbe Noire. Une ombre plane sur le passé de l'un des personnages les plus aimés et elle pourrait tout changer. Préparez-vous, car l'opinion suivante va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Shanks le Roux. Pourquoi un tel pirate aurait-il vraiment perdu un bras face à un simple monstre marin? La réponse pourrait être bien plus sombre que ce que la légende nous raconte. Nous devons maintenant parler de l'homme qui divise toute la communauté, Marshall D. Teach. Kamaltero tape sur la table en lisant une opinion affirmant que Barbe Noire est le meilleur antagoniste jamais écrit. Kitaro ajuste ses lunettes et commence à décortiquer la structure narrative de Rox D. Xebec. Est-il possible que Barbe Noire soit l'héritier direct de la volonté de Rox? Cette théorie suggère que Teach ne dort jamais parce qu'il abrite plusieurs entités en lui. Kamaltero s'exclame en rappelant que Marco a mentionné la structure corporelle atypique de Teach. Si cette opinion est vraie, alors Oda a préparé ce twist depuis l'arc de Jaya. Mais certains fans pensent que Barbe Noire n'est qu'un opportuniste chanceux sans véritable plan. Kamaltero rit aux éclats en imaginant Teach trébucher sur le One Piece par pur hasard. Le débat s'intensifie lorsqu'ils abordent enfin le cas épineux de Shanks le Roux.
Une opinion impopulaire affirme que perdre son bras face à un monstre marin était une erreur d'écriture monumentale. Kitaro se lève et explique que Shanks était déjà un pirate de renom à cette époque. Comment un futur empereur a-t-il pu se faire avoir par une créature aussi faible? Kamaltero rappelle que l'éditeur d'Oda a suggéré ce sacrifice pour rendre l'histoire plus poignante. Est-ce un simple recon ou un choix délibéré de Shanks pour parier sur la nouvelle ère? Kitaro soutient que ce geste symbolise le passage de flambeau le plus puissant de l'histoire du shonen. Mais certains fans s'obstinent à dire que Shanks aurait pu utiliser le haki de l'armement. Kamaltero fait une grimace en imitant les critiques qui cherchent de la logique là où il y a de l'émotion. Le sujet dévie ensuite vers la cicatrice que Barbe Noire a infligée à Shanks. Shanks a précisé à Barbe Blanche qu'il n'était pas distrait quand cela s'est produit. Cela prouve que le niveau de menace de Teach est sous-estimé depuis le début. Les deux autres commencent à imaginer le combat final entre Luffy et Barbe Noire. Sera-ce un combat de fruit du démon ou une pure démonstration de haki? Kitaro se demande si Barbe Noire ne possède pas déjà un troisième fruit mythique. Kamaltero lance une bombe en suggérant que Teach est en fait 3 personnes dans un seul corps. L'écran affiche des captures d'écran de fans confirmant cette théorie avec des preuves anatomiques. Kitaro hoche la tête, admettant que les détails d'Oda ne sont jamais laissés au hasard. Passons à l'opinion suivante, Rox était-il le véritable héros et Roger le méchant? Kamaltero explose de rire devant l'audace de cette prise de position. Kitaro rappelle que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, comme le gouvernement mondial. L'incident de God Valley cache encore des secrets que même Garp refuse d'évoquer. Si Rox voulait détruire les dragons célestes, n'avait-il pas raison au fond? Les autres débattent de la limite entre révolution et terrorisme dans le monde de One Piece. Kamaltero conclut que peu importe ses motivations, Rox avait le style le plus badass de l'époque. Mais alors que les rires s'estompent, une dernière question sur Shanks refait surface. Pourquoi Shanks a-t-il été autorisé à rencontrer les 5 doyens au milieu de Merigeoise? Kamaltero baisse la voix en mentionnant la possible lignée de Shanks, les Figarland. Si l'homme qui a inspiré Luffy est en fait un dragon céleste, tout change. Kitaro regarde Kamaltero, réalisant que le plus grand traître n'est peut-être pas celui qu'on croit. Le prochain sujet pourrait bien briser Internet car nous allons juger la place de One Piece parmi les mangas modernes. Mais avant cela, posez-vous la question. Et si Shanks n'avait jamais voulu que Luffy devienne roi des pirates? Cette interrogation sur les intentions de Shanks nous amène inévitablement à questionner la place réelle de One Piece dans l'industrie actuelle. Le manga d'Oda n'est plus seulement un long récit d'aventure, mais un véritable monument qui doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce. De nombreux lecteurs se demandent si le rythme hebdomadaire de One Piece peut encore rivaliser avec les nouveaux standards du Dark Shonen. Certains affirment même que l'âge d'or du manga est derrière nous et que les nouveaux titres ont déjà pris le relais. Mais c'est mal connaître la capacité de résilience et d'innovation d'Eiichiro Oda au fil des décennies. Regardez comment l'arc d'Egghead a totalement redéfini nos attentes en termes de révélation et de narration pure. On sent une volonté farouche de rester au sommet en brisant les codes établis depuis 25 ans. Il faut cependant aborder le point qui divise le plus la communauté aujourd'hui, l'adaptation animée par la Toei. Pendant des années, nous avons subi des épisodes au rythme lent et à la qualité visuelle parfois douteuse. Mais depuis l'arc Wano Kuni, nous assistons à une métamorphose visuelle absolument sans précédent dans l'histoire de la série. L'arrivée de nouveaux réalisateurs visionnaires a injecté une énergie cinématographique que l'on n'espérait plus. Les épisodes récents ressemblent davantage à des longs métrages qu'à une série hebdomadaire classique. Cette nouvelle direction artistique prouve que la Toei a enfin compris l'importance de l'esthétique moderne. One Piece ne se contente plus de raconter une histoire, il veut devenir une référence visuelle mondiale. En combinant la plume magistrale d'Oda et cette animation de pointe, le manga sécurise sa place pour les générations à venir. Est-ce suffisant pour convaincre ceux qui ont abandonné la série en cours de route? La réponse réside dans l'émotion brute que procure chaque nouvelle transformation et chaque combat majeur. Nous avons la chance de vivre cette transition en temps réel, entre le classique et le moderne. Le débat sur le Gear 5 que nous avons eu plus tôt montre à quel point l'œuvre reste vivante et discutée. Même les avis les plus impopulaires participent à la légende de ce récit légendaire. Car au final, One Piece est une œuvre qui appartient autant à son auteur qu'à ses millions de fans à travers le monde. Chaque théorie, chaque critique et chaque éloge renforce le lien qui nous unit à Luffy et son équipage. Il est temps de clore ce chapitre de Buster Call en revenant sur l'essence même de notre passion. Nous avons exploré les doutes, les génies et les erreurs de parcours, mais l'amour pour l'aventure reste intact. Que l'on aime ou que l'on déteste certains choix, personne ne peut nier que One Piece est l'aventure d'une vie.
La fin du voyage approche et pourtant l'excitation n'a jamais été aussi palpable dans la communauté. Nous continuerons de débattre, de crier et de nous émerveiller jusqu'à la toute dernière page. C'est la fin de cet épisode spécial où vos opinions ont été passées au crible. Merci d'avoir partagé vos hot takes les plus folles avec nous sur Mon Corvo. N'oubliez pas que l'important n'est pas d'avoir raison, mais de vibrer ensemble pour cette épopée. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains jugements du Buster Call. One Piece est éternel et notre passion pour les débats l'est tout autant. Chaque chapitre est une leçon de vie et chaque épisode une célébration de l'art. Restez curieux, restez passionnés et surtout continuez de rêver. Le monde de la piraterie vous attend et nous serons là pour le décrypter. C'était Kitaro et Kamaltero en direct du Mont Corvo. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles analyses explosives. Portez-vous bien et que le trésor soit avec vous. One Piece ne s'arrête jamais et notre aventure non plus. À la prochaine pour un nouveau Buster Call. Gut.